Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine et Hugo et aujourd'hui nous continuons ce format, cette nouvelle émission droit et rap, donc c'est-à-dire cette série de vidéos dans laquelle je vais aborder les actualités juridiques, judiciaires qui arrivent dans le milieu du rap. Donc on avait fait un premier épisode pour introduire l'affaire Travis Scott qui du coup va connaître beaucoup de rebondissements et que nous allons suivre au fur et à mesure des grosses étapes. Je sais pas effectivement si je vais revenir à chaque fois sur les petites infos qu'il peut y avoir, mais plutôt sur des grands moments de l'affaire, en sachant que là aux dernières nouvelles il a été déprogrammé de Coachella, le fabricant qui devait du coup faire avec lui une marque de soda l'a lâché. Bon après là le problème c'est que je pense que c'est du domaine très contractuel, donc bon on va pas, je pense pas que je vais réussir à me procurer les contrats qu'il avait avec Coachella, avec ce fabricant, mais voilà, si on a d'autres nouvelles je ferai en sorte de faire une vidéo. Aujourd'hui, alors on avait parlé effectivement des différentes parties qu'il y avait dans la sauce et parmi celles-ci, il y avait Drake. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Drake. Pourquoi? Parce que, et là, vous allez trouver ça très cocasse, et de toute façon, même aux États-Unis, tout le monde trouve ça assez cocasse, c'est que sa cambrioleuse lui demande aujourd'hui 4 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, Drake s'est fait cambrioler par une dame qui aujourd'hui lui réclame 4 milliards. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ce que une personne qui commet un délit puisse arriver finalement à se dire bah, je vais demander des dommages et intérêts à la personne que j'ai cambriolée? Évidemment, on va voir ça ensemble. Alors déjà, je vais vous poser le contexte. Le contexte, c'est il y a quelque temps de cela, une femme qui se nomme Mesha Collins s'est introduite dans la maison de Drake à Los Angeles. Alors c'est pas le manoir qu'il a, c'est à Toronto, mais voilà, une de ses résidences secondaires évidemment qu'il a à Los Angeles. La police a retrouvé cette dame chez lui après qu'elle ait graille et teasé. Voilà, elle a mangé la bouffe de Drake, elle a teasé son alcool, normal, il n'y a pas de souci. En fait, elle s'est posée comme si c'était, je sais pas, la femme de ménage, comme si c'était une connaissance à Drake et il lui avait laissé un double des clés pour que, je sais pas, elle aille nourrir son chat quand il est en tournée, qu'elle aille, je sais pas moi, arroser les plantes, voilà, normal. Et du coup, cette personne, elle a été incriminée pour ce qu'on appelle, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre juridiquement ce qui lui a été reproché à elle, avec les éléments juridiques, avec les critères, avec les textes juridiques. Là je vous le dis, là ça va être profond, hein. On va carrément aller chercher des articles du code pénal californien. Voilà, on en est là en fait. On en est là. Au bout du deuxième épisode, on en est déjà là. Voilà. Et après, on va voir juridiquement ce qu'elle reproche à Drake et sur quoi est-ce qu'elle essaye de se fonder, justement pour demander ces 4 milliards de dollars à Drake. Donc en fait, à la base, Madame Mesha Collins a été... on lui reproche d'avoir commis le délit de trespassing. Alors... Donc déjà, c'est un délit, ce qu'on appelle aux États-Unis les misdemeanors. Misdemeanor, voilà, prononcer un peu mieux. Et donc le trespassing, c'est quand vous entrez dans la propriété ou la construction d'une personne sans permission. Donc sans permission de la personne, sans permission des autorités. Parce qu'évidemment, s'il y a une perquisition, vous n'avez pas la permission de la personne, mais vous avez la permission des autorités judiciaires. Et c'est puni
par la section 602 du Code pénal californien. Alors, donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé. Aux États-Unis, il y a, enfin, surtout dans le Code pénal californien, il y a 30 formes de trespassing. Donc 30 manières de s'introduire de manière illégale sur la propriété ou dans la construction d'un tiers. Mais ces 30 et quelques formes requièrent 3 critères cumulatifs pour que l'infraction de trespassing soit caractérisée. On a le premier critère qui est le fait que le défendeur, donc vous vous souvenez, hein, comme je vous avais dit lors du premier épisode, le défendeur c'est celui contre qui est intentée l'action, est entré de manière volontaire ou reste dans la propriété d'un autre. Donc soit le délit est caractérisé parce qu'une personne de manière volontaire est entrée, ou soit elle y était déjà et elle y est restée. Parce que parfois, on peut avoir eu la permission de rentrer, mais ensuite on n'a plus la permission d'y rester. Donc là, c'est une première nuance assez intéressante. Parce qu'on n'y pense pas nécessairement. Direct, on se dit trespassing, violation de la propriété d'autrui, boum, je rentre sans demander la permission. Non, tu peux avoir eu la permission de rentrer, mais tu n'as plus la permission de rester. Donc c'est pour ça qu'on a ce deuxième critère, qui est que le défendeur est entré ou est resté sur la propriété d'un autre avec l'intention spécifique d'être en interférence, d'interférer, d'être en contradiction avec le droit de propriété de cette personne. C'est-à-dire, soit j'entre en sachant que on n'y a pas autorisé, donc j'interfère sur le droit de propriété de la personne qui finalement a le droit d'accepter ou non qu'une personne tiers rentre chez elle. Ou bien j'interfère puisque même si cette personne m'a autorisé à rentrer, au moment où l'on parle, au moment où le délit est caractérisé, elle m'a dit de dégager. Voilà, moi elle m'a dit c'est bon, t'as assez profité de chez moi, maintenant tu te casses. Et là je dis non, je reste. Je reste de manière volontaire, premier critère, et je reste en sachant que la personne m'a dit de partir, donc en interférant avec son droit de propriété, qui lui donne ce droit de me dire tu targes. Et troisième critère, il faut l'élément matériel. Donc là, on était plutôt sur des éléments, on était sur des éléments moraux. Donc c'est-à-dire cette volonté de rentrer, de rester, en sachant que je viole le droit de propriété d'une autre personne. Donc là, c'est plutôt deux éléments moraux. Et là, on va plutôt aller sur un élément matériel, je dirais, qui est celui d'interférer réellement. Voilà, là c'est le caractère, la matérialité de l'infraction. J'interfère réellement, pas que par la pensée ou par la morale, avec le droit de propriété de la personne. Donc je suis physiquement, effectivement, chez cette personne-là. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un misdemeanor, qui est l'équivalent du délit chez nous. Vous savez, en France, on a 3 types d'infractions. On a les contraventions, il me semble, c'est toujours comme ça, qui ne peuvent pas donner lieu à des peines d'emprisonnement. Alors, justement, je disais, quand je fais des erreurs ou quand je suis pas assez précis, n'hésitez pas à mettre des commentaires et vraiment je vous remercie parce que il y a eu pas mal de commentaires de personnes qui sont encore dans le droit, de personnes qui sont en common law et qui ont pu apporter certaines précisions. Donc je vous invite vraiment à aller regarder les commentaires de la première vidéo parce qu'il y a aussi une personne qui nous a donné et ça c'est vrai, j'aurais pu en parler, j'avais zappé parce que bon, c'était à l'époque de mes études, des pistes justement pour introduire ces dommages punitifs dont on parlait lors de la première vidéo, dans les dommages et intérêts qu'on peut demander aux civils. Et franchement je vous remercie parce que c'est ça le jeu, vous jouez le jeu, donc c'est pour ça que ça me donne envie de continuer la série. Bref, donc on a les contraventions, on a les délits qui peuvent donner lieu à des amendes et des peines d'emprisonnement.
et on a les crimes qui peuvent donner lieu à des amendes et de la réclusion criminelle. Voilà. Quand on est dans un délit, on parle d'emprisonnement. Quand on est dans un crime, on parle de réclusion criminelle. Et puis voilà, évidemment, les crimes, il y aura des amendes plus grosses, des peines de prison plus grosses, etc. Bon après, je vais pas faire un cours de droit pénal, mais il y a plusieurs types de sanctions. Bref. Aux États-Unis, enfin du coup en Californie, la punition pour ce délit de trespassing, c'est 6 mois de prison et 1000 $ d'amende. Et ce qu'ils appellent aussi le summary probation. Alors le summary probation, c'est en fait une alternative à la prison qui est utilisée dans les cas de misdemeanor, donc de délit, dans lesquels le défendeur il va être supervisé directement par la cour au lieu de rendre des comptes à, vous savez, les officiers de probation. Donc quand on est en dehors de la prison, on doit rendre des comptes parce qu'on a été condamné à un officier. Et là en fait, le défendeur il va devoir rendre des comptes directement à la cour. Il doit retourner de manière périodique du coup à la cour qui l'a condamné, pour montrer qu'effectivement il respecte les termes de sa probation, qui peuvent être le fait de payer des amendes, de payer des restitutions et de faire du community service, c'est les travaux d'intérêt généraux. Voilà. Donc on le voit parfois dans les films, vous savez, voilà. Tu vas pas en prison, mais tu vas faire de la probation, donc tu vas devoir payer des amendes, tu vas devoir faire des tiges, hein, des travaux d'intérêt généraux, et souvent, voilà, ils se rendent chez l'officier de probation. Bah là, c'est directement vers la cour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été libérée parce qu'elle avait payé une caution de 100 000 $. Alors attention, elle a payé une caution de 100 000 $. Ça veut pas dire que derrière elle ne peut plus être condamnée, on arrête les poursuites, etc. Non, c'est juste que en droit pénal, c'est une manière de contourner pour le défendeur le fait de ne pas réussir à remplir les critères pour avoir une liberté conditionnelle. Donc tu peux pas avoir ta liberté conditionnelle, boum, tu payes ce qu'on appelle a bond, voilà, c'est une caution, et ce qui te permet justement de sortir en sachant que tu pourras récupérer cette caution si tu respectes les termes de ta entre guillemets conditionnelle, puisque ce n'est pas réellement une, et que tu viens justement au procès de manière régulière, comme c'est prévu. Alors, Drake, il avait décidé finalement de ne pas poursuivre la personne en disant voilà, je pense qu'elle a un problème psychologique, parce qu'effectivement elle n'avait pas le comportement d'un cambrioleur normal ou de quelqu'un qui viole la propriété pour une raison matérielle qui serait de voler des choses. Là elle était là en fait, elle est rentrée, elle a graillé sa bouffe, elle a teasé, voilà. Donc il voulait pas se casser la tête, il s'est dit vas-y je porte pas plainte, enfin j'irai pas plus loin dans la procédure judiciaire. Sauf que, depuis, cette dame a porté plainte contre Drake. C'est incroyable. Alors attendez, parce que franchement la pilule a du mal à passer, donc je me mets à la place de Drake, hein. Bon par contre je suis pas rentré chez lui pour prendre cette bouteille de Pepsi Max, hein, j'étais chez moi. Merci. Hop. Excusez-moi. Donc, elle porte plainte contre Drake. Quel culot, quelle audace, incroyable. Et du coup, parce que, selon elle, Drake aurait utilisé son nom et sa ressemblance dans des morceaux sur les réseaux sociaux et aurait divulgué certaines de ses informations personnelles. Et du coup, la divulgation d'informations personnelles est punie par le droit pénal californien également, sous le nom de doxing. D-O-2-X, pas un seul, 2X, I-N-G. Et c'est à la section 653.2 du code pénal californien. On va aller regarder ça tout de suite.
c'est donc cet article, cette section qui permet en fait de poursuivre l'auteur de différentes formes de cyberharcèlement. Ce qu'on appelle communément, et vous verrez sur des articles, le doxing. Donc, c'est tous les types d'harcèlement. Il peut y avoir du harcèlement direct, ce qu'on appellerait le cyberstalking. Mais il y a aussi... toutes les formes de cyberharcèlement ne sont pas nécessairement des formes de harcèlement direct. Parfois, on peut harceler via un tiers. Et du coup, on arrive sur du cyberharcèlement indirect qui nous amène sur effectivement cet article 653.2 du Code pénal californien, puisque le cyberharcèlement direct, lui, est puni par la section 646.9 du Code pénal californien. Du coup, il y a plusieurs types finalement de cyberharcèlement indirect en Californie. On peut avoir la publication sur un site internet ou quelque chose qui soit délivré par un outil électronique, envoyer des emails à d'autres personnes, poster des hyperliens qui contiendraient l'information faisant de nature à cyberharceler. Il faut, pour être condamné pour cela, que l'individu poste ces informations sans le consentement de la victime présumée. Et il faut aussi avoir l'intention de porter, de faire peur en fait à la victime présumée ou à la famille et causer à cette personne un préjudice. Voilà. Donc encore une fois, des éléments, un élément matériel et un élément moral. Donc c'est un peu ce qui caractérise le droit pénal. Et du coup là, en commençant à aller sur le droit pénal américain, j'ai l'impression que finalement on a un peu les mêmes critères qu'en droit pénal français, parce qu'en droit pénal français aussi on a l'élément légal. Évidemment, il faut qu'une loi condamne un acte pour qu'il soit réprimé par la loi, enfin voilà. Vous avez compris. L'élément, le critère matériel, l'élément matériel, l'élément moral. Alors, il peut y avoir plusieurs types de cyberharcèlement, enfin, par différents moyens. Ça peut être via Internet, via même le fait d'enregistrer une personne, par un téléphone, même par un fax, voilà, parce qu'il y en a qui utilisent encore des fax. Donc, on conviendra effectivement entre nous que cette personne-là abuse. Cette personne-là abuse parce qu'effectivement, les différents éléments qu'elle met en avant pour que Drake soit condamné pour cyberharcèlement indirect sont très peu probants, c'est-à-dire que, enfin, tu te dis, mais toi, limite en tant que juge, tu vas te dire, mais c'est trop maigre pour que j'accepte même qu'on ouvre une affaire là-dessus et qu'on mette en place une enquête ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, c'est ce qui amène finalement les avocats de Drake à demander que le case be dismissed. C'est-à-dire que l'affaire soit dismiss. Attendez. Ce serait pas annulé. En fait, ça veut dire que ça n'a même pas lieu d'être, si vous voulez. Voilà. Renvoyer. Révoquer. Faire sortir. Congédier, donc licencier. Là, nous, on va plutôt l'envoyer, je pense, l'utiliser dans le sens que l'affaire soit renvoyée. Voilà, que la cour décide de renvoyer ça à l'extérieur, quoi. Et ça dégage, en fait. Alors, aux États-Unis, donc effectivement, c'est quand un juge renvoie une affaire contre une personne parce qu'il estime ou elle estime qu'il n'y a pas assez de matière et qu'il n'y a pas de nécessité
à ce qu'on poursuive l'affaire sur le terrain du procès parce qu'il n'y a pas en fait assez de preuves pour que l'affaire se déroule, pour qu'on continue la procédure. Et du coup, les avocats de Drake, eux, ils ont fait une petite déclaration. En dehors du cadre juridique, ils ont dit que la personne faisait tout ça pour rencontrer Drake en fait. Parce que cette personne serait fan de Drake, ce serait, voilà, finalement ce serait elle la stalkeuse. Et elle voudrait faire un procès contre Drake, pas pour avoir finalement ses 4 milliards, mais en fait pour pouvoir rencontrer son idole. Donc là, en vrai, ça va loin parce que voilà, même, enfin voilà, Drake par le biais de son équipe d'avocats, voilà, il a dit il la connaît pas, il l'a jamais rencontrée, il l'a jamais communiqué avec elle, juste avant que ça parte en couille, et il connaissait ni son nom, il connaissait pas son identité. Donc voilà, pour lui, il a jamais pu justement délivrer des informations personnelles qui lui causeraient aujourd'hui préjudice. D'ailleurs, ils ont essayé d'ailleurs de la contacter pour voir comment est-ce qu'on peut s'arranger. Et genre elle a raccroché au nez et elle a dit vas-y, ça sert à rien de m'appeler. Donc ça montre qu'en fait voilà, elle veut même pas, c'est même pas une question d'argent parce que sinon elle pourrait tenter de négocier en se disant ah voilà, les avocats de Drake m'appellent, je vais pouvoir négocier avec eux parce que mon but c'est d'avoir de l'argent. Non, en fait comme son but c'est de voir Drake, bah elle veut pas parler avec ses avocats quoi. Donc en vrai c'est assez cocasse. C'est assez cocasse. Et bon, je pense pas que ça ira plus loin, donc je pense pas que ce sera nécessaire de faire d'autres épisodes. Mais voilà, ça nous a permis d'introduire un peu ces notions de violation de domicile, ces notions de cyberharcèlement via le code pénal californien. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Envoyez-moi par commentaire, par DM, si vous voyez des actualités dans le rap qui seraient du domaine du droit. Parce que bon, évidemment, moi je fais pas une veille juridique non plus sur tout ce qui se passe dans le rap au niveau du droit. Mais voilà, histoire de m'inspirer pour des nouveaux épisodes. Je pense que là d'ici peu on va repartir aussi sur du Travis Scott. Mais bon, en vrai il se passe toujours des choses dans le domaine du rap au niveau du droit. Donc je vous dis évidemment à la prochaine, prenez soin de vous, peace.